Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons ouvrir le dossier OVNI en compagnie de Gérard Lebas. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Gérard Lebas, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous ce jour. Et d'autant plus que c'est pas la première fois. Non, exactement, oui. C'est un plaisir de vieilles connaissances, puisque nous avons déjà eu l'occasion de faire diverses interventions, et notamment il y a quelques années. Dans les années 2005, après les rencontres, ou même avant les rencontres européennes de Châlons-en-Champagne. Donc, tout à fait. C'est pas nouveau. Ça nous rajeunit pas tout ça. Eh oui, les années passent. Oui. Alors, vous vous intéressez au phénomène OVNI depuis combien de temps ? Personnellement, j'ai commencé, disons, à m'intéresser au sujet dans les années... fin des années 60, exactement, voilà, je vais y arriver. Et donc, à ce moment-là, j'avais 16 ans, à peu près, et j'ai lu un certain nombre d'articles dans la presse, c'était Le Parisien, et c'était des articles à cette époque relatifs au bouquin de Frank Edwards, Les sous-volantes affaires sérieuses, et ça m'avait donc déjà un peu impressionné, et dans la foulée, j'ai rencontré une personne dans le cadre professionnel qui était lui membre de la commission d'enquête donc sur le phénomène OVNI, la commission Ouranos, donc c'est la première revue et la première association qui s'est intéressée au phénomène OVNI, qui a été créée dans le début des années 50, et donc de fil en aiguille, je suis arrivé à m'intéresser donc à ce sujet. Ça fait là maintenant, je dirais, c'est pas nouveau non plus, ça fait près de 50 ans, puisque je devais avoir 16 ans à peu près quand j'ai commencé. Et de fil en aiguille, j'ai fait des enquêtes, ensuite j'ai fait une association sur le phénomène, où j'ai participé à une association qui était en Suisse, qui s'appelait le Géos Suisse, et au bout d'une année ou deux, cette association ayant arrêté ses activités, j'ai repris cette même association en France, et j'en ai fait une revue, et puis voilà, de fil en aiguille, ça fait plusieurs décennies que je m'intéresse au sujet. Alors vous-même, vous avez jamais été témoin de phénomènes ? Mais non, personnellement, non. J'ai jamais eu l'occasion de faire des observations d'objets volants non identifiés ou de phénomènes insolites. J'ai participé également donc à des nuits d'observation du ciel 24 heures sur 24, des camps qui s'organisaient dans le sud à cette époque-là, et on observait donc le ciel à tour de rôle 24 heures sur 24, et ça durant un mois, basé notamment pour ceux qui connaissent sur Vence au Mont et on domine donc toute la côte méditerranéenne. C'est un lieu magnifique. Voilà, magnifique. Et puis on avait surtout un champ de vision très très large. Et malgré cela, ma foi, j'ai jamais eu l'occasion de voir de phénomènes insolites. Ça nous a permis, par contre, c'est vrai, c'est de bien connaître le ciel, de bien connaître ce qui s'y passait, d'observer donc satellites et tous les phénomènes courants que l'on peut y voir, et ainsi donc de mieux connaître
tout ce que l'on peut mal interpréter lorsqu'on ne connaît pas ce qui se passe dans l'espace, dans le ciel. Donc c'était déjà une bonne formation, mais je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de voir un objet, et ce qui aurait été évidemment le plus intéressant, c'est de voir un objet à terre ou à très basse altitude. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de faire ce type d'observation. Alors Jean-Pierre Petit, que nous avons eu à ce micro, nous disait il y a quelques années aussi, déjà, je crois que c'était au Festival Sans Frontières de Cavaillon, il nous disait que justement il faisait aussi des observations comme vous et qu'on arrivait à voir certaines choses un peu curieuses justement dans le ciel. Est-ce que ça vous est arrivé, vous? On voit des phénomènes effectivement qui sont, je dirais, assez bizarres, mais que l'on explique si on a une certaine connaissance de ce qui se passe. J'ai pu voir, notamment des satellites qui clignotent, surprendre, ça peut surprendre les gens, mais ça, on peut l'expliquer. J'ai vu des phénomènes de plasma, donc de plasma sur des lignes électriques, ce qui est aussi intéressant à voir, parce que ça peut être l'objet de mauvaises interprétations de phénomènes courants, de phénomènes, qui sont naturels, mais sinon, j'ai pas eu l'occasion de voir vraiment des choses super insolites, non. Ouais. Alors on dit aussi qu'au-dessus de la montagne Noire, en direction de Toulouse, il y a des observations. Oui, il y a des lieux où on constate une recrudescence ou un nombre important d'observations, et souvent ces observations, on n'en trouve pas d'explication. Je n'ai pas regardé spécifiquement ce type d'observation du côté de la montagne Noire, mais on retrouve dans le monde des lieux où effectivement on a une recrudescence de témoignages des plus divers et sur lesquels on ne parvient pas fréquemment ou pas facilement à donner des explications, et généralement d'ailleurs on ne parvient même pas à donner des explications à tout ce qu'on observe. Donc y a-t-il vraiment des zones propices à ce type d'observation, donc en manifestation d'éventuels objets en provenance de notre planète, ou est-ce que ce sont des phénomènes naturels locaux? On n'a pas de réponse à toutes ces questions, malheureusement. C'est pourquoi il faut continuer à se pencher sur le phénomène OVNI par lui-même, puisque on ne le comprend pas. On ne comprend pas la totalité de tout ce que l'on observe dans l'espace, dans le ciel, ce que les témoins voient, ce que les gens nous rapportent, et en conséquence, c'est un phénomène tout de même qui mérite notre attention, car s'il y a vraiment des objets qui viennent d'on ne sait où, on n'a pas d'explication, on n'a pas de preuves sur l'origine extraterrestre, on n'a pas de preuves s'il s'agit d'objets en provenance d'autres pays, éventuellement, ce qui, dans les conditions actuelles, c'est une hypothèse qui est de plus en plus écartée. Mais enfin, on n'a pas d'informations, donc il faut poursuivre une étude de ce dossier et non pas l'ignorer et le mettre, si on peut dire, de côté en le qualifiant de phénomène que l'on identifie toujours. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On a un certain nombre de cas qui sont récalcitrants, et surtout autrefois nous avions eu des cas d'observation d'objets qui étaient à très très basse altitude ou à terre, ce type de cas, malheureusement, ces dernières années, nous n'en avons plus, ou n'avons pas eu sur notre territoire, et donc on n'a pas pu faire d'enquête beaucoup approfondie et donc déterminer si des traces au sol correspondent à telle ou telle chose, ou c'est vraiment inconnu, etc. Mais par contre, on a déjà des indices sur des cas anciens où on a retrouvé tout de même des choses, je dirais bizarres, inconnues, et qui nous font dire qu'effectivement, il y a quand même un phénomène sur lequel il faut se pencher, un phénomène qu'il faut étudier scientifiquement et mettre tous les moyens
nécessaires afin de trouver une solution à ce qui se passe réellement dans le cadre de ce dossier. Oui. Alors, il y a beaucoup de témoins, il y a des gens qui disent avoir eu des rencontres rapprochées, d'autres personnes qui se sont fait enlever. Est-ce que vous-même, vous avez rencontré des gens qui ont témoigné de ce genre de choses? Au fil des décennies, on entend parler de personnes qui se sont fait enlever ou qui ont fait des rêves, disons, relatifs à des enlèvements ou à des apparitions d'êtres aux abords, disons, dans leur sommeil, aux abords de leur chambre. C'est vrai, il y a ce type de cas qui sont vraiment, si on peut dire, extraordinaires. Mais à l'heure actuelle, très peu de personnes ont vraiment étudié toutes ces affaires, parce que ça relève beaucoup plus de l'étude, donc plus médicale ou psychologique ou dans des domaines à l'heure actuelle on a vraiment que très peu de personnes ont approché. Si on peut accepter des chercheurs américains comme il y a Barry Dopkin, Jane Mack, etc., qui ont étudié déjà le dossier donc de ces contactés, de ces personnes enlevées. Mais en France, on entend parler. On a des cas. Il y a des ouvrages aussi qui ont été publiés, qui font état de ces affaires. Mais on n'a pas d'études scientifiques, d'études sérieuses qui ont été faites sur ces dossiers. On n'a que des témoignages. Et comment se fait-il qu'on s'en occupe pas justement en France? On a l'impression que ce problème passe par-dessus la tête, quoi. Oui, pourquoi on ne s'occupe pas? Déjà, on a du mal à s'occuper des observations d'OVNI, quelque chose qui paraît déjà beaucoup plus matériel, beaucoup plus palpable et que l'on peut, sur lesquels on peut vraiment travailler avec, je dirais, des éléments qui sont beaucoup plus concrets. Donc le phénomène OVNI par lui-même, donc l'observation d'objets à haute altitude que l'on essaie d'identifier, donc c'est pas souvent des points lumineux, c'est des lumières, ou dans certains cas, mais malheureusement pas ces dernières années, des observations d'objets à terre. Tout ça, on peut trouver des traces, c'est quelque chose de matériel, et si vraiment on a la chance d'avoir un cas et puis de mettre en parallèle les techniques actuelles et donc une équipe donc de scientifiques et notamment là je pense que le GEPAN serait apte à le faire puisqu'il réunit des chercheurs dans tous les domaines au sein donc avec le concours du CNES et il peut faire appel aux gens qu'il faudrait. Donc déjà on a du mal à étudier le phénomène tel qu'il se présente. Alors pour aller étudier les phénomènes des cas qui sont c'est vraiment à l'extrême. Ce sont des gens qui disent s'être fait enlever, des gens qui disent avoir voyagé dans des vaisseaux extraterrestres, des gens qui, dans certains cas, qui sont même allés sur d'autres planètes. Et là, malheureusement, il n'y a pas d'éléments palpables. On doit uniquement se poser la question sur le témoignage de la personne, ce qu'ils nous rapportent. Mais on n'a aucun élément matériel. Et donc là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça relève plus d'une analyse qui est d'un ordre orienté plutôt médical, beaucoup plus parapsychologie ou parapsychique que une analyse matérielle avec les connaissances, si on peut dire, de nos ingénieurs classiques. Et dans ce domaine-là, à ma foi, il n'y a aucun budget, aucun organisme qui a eu au niveau donc de notre État, de notre gouvernement, de notre pays, aucun organisme n'a été créé, n'a été doté d'un budget pour faire ce genre de travail. On a déjà eu du mal, si on peut dire, à faire un organisme, donc le GEPAN, qui lui travaille sur ce qui est palpable, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on a des témoins, des photos éventuellement, un groupe de témoins, donc des recoupements qui peuvent se faire,
Donc on peut procéder à une analyse et si on avait la chance d'avoir des traces au sol ou sur divers éléments matériels, on pourrait faire pousser beaucoup plus ces analyses qui nous permettraient éventuellement d'avancer, mais on va pas plus loin. On reste vraiment sur le côté qui est 100% matériel, qui est beaucoup plus palpable, mais dès que l'on va du côté des éléments qui, comme tout ce qui est dans le domaine d'ailleurs du paranormal, eh bien là, on ne comprend pas. Ouais. On ne cherche pas, on ne veut pas comprendre non plus. Oui, je pense, parce que on a l'impression qu'on a beaucoup plus, je le dis souvent à ce micro, on a beaucoup plus de preuves sur la vie après la vie, sur les NDE. D'ailleurs, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, avec qui nous faisons des émissions assez régulièrement, tape sur la table. Il dit, je suis docteur, je sais de quoi je parle. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoins de NDE qui sont revenus avec des preuves tangibles. On cite souvent à ce micro le cas Pamela Reynolds. C'est quand même solide, ça. Il y a pas de problème. Mais on a l'impression qu'avec les ovnis, tout s'évanouit dans la nature. On tourne en rond. D'ailleurs, on nous dit beaucoup que avec le GEPAN, on tourne en rond. Bien, on essaye pour revenir effectivement au NDE, on a un certain nombre de témoignages. Ces témoignages se recoupent et il est vrai qu'on pourrait arriver à en tirer des conclusions et en faire une certaine base pour en faire des recherches plus approfondies. Oui. Malheureusement, ça ne se fait pas non plus. Oui, mais aujourd'hui, au niveau des NDE, on a quand même avancé. Le docteur Ben Alexander, il y a Mario de Beauregard aussi qui parle de la conscience délocalisée. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier ici en France met en évidence les points solides qui peuvent qui attestent que les NDE existent bien. On a parlé aussi du cas Pamela Reynolds dans les années 90. Ça c'est quand même un cas qui peut pas être mis en question. Absolument, et je dirais même qu'il y a beaucoup plus de chercheurs qui ont des connaissances scientifiques ou tout au moins importantes dans le domaine du paranormal qu'il y en a dans le domaine du phénomène ovni. Et au niveau donc du paranormal, on est arrivé tout de même à démontrer qu'il se passe quelque chose dans beaucoup de domaines. Alors au niveau des ovnis, effectivement, on a créé un organisme qui est chargé donc de collationner les observations et dans l'espoir de tomber sur des cas qui seront, je dirais, intéressants, donc qui laisseront des éléments matériels, et ce genre de cas, ma foi, ne se rencontre plus. Donc à l'heure actuelle, le travail du GEPAN consiste surtout donc à surveiller tout ce qui se passe dans ce phénomène, à tenter d'analyser d'ailleurs les observations qui lui parviennent. Mais évidemment, comme on en a eu l'habitude au cours, moi ça fait quand même presque une cinquantaine d'années que je m'occupe donc du dossier. J'ai fait autrefois, quand j'avais 16, 17, 18 ans, de nombreuses enquêtes, et après, sur la majorité, sur la presque totalité des cas, il est vrai qu'on est parvenu à les identifier, à donner une solution. Et à l'heure actuelle, c'est exactement ce que fait le GEPAN. Il approfondit après, reste un certain nombre de cas qui n'ont pas de solution, mais qui sont des cas qui nous apportent, je dirais, pas beaucoup plus d'éléments, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver quel genre de phénomène c'est. Et les cas les plus intéressants d'objets à terre ces dernières années, ma foi, on a rien. Donc c'est vrai, on a l'impression que le GEPAN tourne en rond. Bon, il a qu'un travail apparemment donc de surveillance et de façon à surtout tenter de trouver des cas intéressants qui permettraient de faire évoluer le problème, mais il n'y en a pas. Et nous-mêmes, en tant que disons qu'ufologues, qu'il y a personne qui nous intéressons au dossier OVNI, moi on publie donc des sites internet dans le cadre de nos associations, de nos organisations,
de nos structures, eh bien, on n'a pas de cas importants. Donc on tourne nous-mêmes, on tourne en rond. On a le même souci. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on n'a plus comme il y avait dans les années 50, 60, maximum 70, on n'a plus de cas d'observation d'objets qui atterrissent, comme le cas de Valençol, comme le cas de Provence, qui atterrissent, qui laissent des traces sur lesquelles on pourrait effectuer effectivement des prélèvements, des analyses et espérer et y trouver des éléments qui nous permettraient de mieux connaître ce phénomène, et surtout ce que l'on espère tous, c'est de pouvoir apporter une preuve qui serait définitive quant à la provenance de ces engins. L'hypothèse la plus couramment avancée sur laquelle on se base bien souvent en tant qu'ufologue en avançant, mais là sans en avoir la preuve, c'est bien l'hypothèse donc extraterrestre. Je dirais que d'année en année, nous évoluons vers une meilleure connaissance de l'univers et de ce qui s'y passe, et on constate effectivement que la vie serait possible dans l'univers. Oui, ça me paraît évident. Le courant. Ouais. Et donc, pour le moment, c'est si on peut dire, les éléments de travail qui, comme pour le GEPAN ou pour certains organismes privés qui travaillent sérieusement sur le dossier, eh bien, on souhaiterait pouvoir prouver vraiment l'origine de ces objets, de ce phénomène, et à la fois, c'est vrai, dire effectivement, ça fait quand même 30 ans, 40 ans que l'on dit que ça peut n'être qu'extraterrestre, et bien pouvoir le prouver une bonne fois pour toutes. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Gérard Lebas. Nous parlons OVNI. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de cet ufologue de Montpellier qui avait un ami qui faisait du bois dans la région de Montpellier, Narbonne je crois, et qui est sorti dans une clairière et qui a vu 3 personnages. Sur les 3 personnages, je crois qu'il y avait un albinos. Enfin, il parlait un espèce de français bizarre, a-t-il dit. Et ces 3 personnages, ce monsieur leur a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et ils leur ont répondu « Planète Earth ». Ils sont montés sur un espèce de véhicule, ils avaient comme un genre de scooter. Ils sont partis dans les airs, ils ont disparu. Et il y a eu des témoignages justement de la même histoire sur Marseille le lendemain, je crois. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire-là? Non, j'ai pas ça m'est pas arrivé à mes oreilles, si on peut dire. Et je connais des gens aussi bien sur Montpellier, sur Marseille, personne ne m'a parlé de ce genre de cette affaire. Il est évident qu'il faut, si on peut dire, attaquer dans un cas comme cela, attaquer méthodologiquement le dossier de façon à pouvoir remonter la source, avoir des détails au maximum et de vérifier sur les lieux, sur d'une telle observation, s'il ne reste non seulement des traces, mais des traces aussi qui ne seraient pas éventuellement perceptibles par l'œil, au niveau donc des radiations, au niveau de ça. Donc il peut y avoir un travail à faire. Ce genre de témoignage, il est évident que s'il parvient des années après ou des mois après, on ne peut rien faire. Mais généralement maintenant, le grand public a eu suffisamment d'émissions et ils savent, et tout le monde sait tout de même que dans le cas d'une observation,
un point lumineux, les gens vont pas spécialement le faire, mais il faut se rendre à la gendarmerie et faire une déposition. Mais dans toutes ces histoires-là, finalement, ces gens-là, ce ne sont pas des fous. Ils vont pas raconter des histoires, parce que c'est un cas parmi tant d'autres. Et puis, si on se réfère dans le temps à cette vague d'OVNI, je crois que c'était dans les années 50 à Los Angeles, ça, c'est quand même du tangible. Ah oui, absolument. Non, on a beaucoup d'observations qui sont corrélées par un nombre important de témoins, ou même d'observations qui sont corrélées par des radars. Et donc, comme en Iran, où on a même envoyé en direction de l'objet des avions de chasse, donc des avions militaires. Et donc, il y a beaucoup de cas qui sont intéressants, qu'on reconnaît comme étant réels, puisqu'ils ont fait l'objet de rapports précis, mais qui n'ont jamais permis, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, de prouver définitivement l'origine de ces objets. On constate ces engins, on constate leur présence, et on n'est jamais parvenu à vraiment soit les capturer, soit en trouver l'origine. C'est ça le gros problème. Ça fait des décennies qu'on travaille sur le sujet. Justement. Qu'est-ce que vous pensez des crashs? On parle toujours celui de Roswell, mais il y en a eu d'autres de crashs. Et alors, ces cadavres, entre guillemets, où sont-ils? C'était quand même du matériel. C'était quand même palpable, ça aussi. Oui, mais seulement le gros problème, est-ce que disons à l'heure actuelle, si vous vouliez les trouver, si vous vouliez les palper justement, eh bien on ne remonte jamais à la source. Voilà, c'est ça le problème. On parle du cas de Roswell, et il y en a eu en URSS, il y en a eu au Mexique, semble-t-il. Mais le gros problème, c'est que on remonte jamais à la source. Comme Roswell, est-ce que c'est véritablement le gouvernement américain qui met un blackout total sur ce dossier? Là, on n'a pas. On a l'impression, on peut rien dire. Ce qu'on sait, au niveau de la France, au fil des décennies, et compte tenu des contacts que l'on peut avoir, on sait qu'effectivement ils ont pas, ils sont comme nous, au niveau politique, au niveau militaire, ils constatent, ça va pas plus loin d'ailleurs, ils perdent même pas de temps à étudier ce domaine, ça les intéresse pas. Oui, mais on a l'impression. On sait que sur la France, on détient pas ce genre de pièces, mais par contre, on se pose la question au niveau des États-Unis. Il y a le cas de Roswell ou même les cas russes. On remonte pas. Alors donc, on est à l'heure actuelle à se dire, c'est toujours un kit double. Moi, j'y crois pas. Mais alors, et ça, c'est pas scientifique du tout. On ne remonte pas à la source, ou on ne peut pas remonter à la source, ou on ne veut pas remonter à la source. Ah bien, en général, on ne peut pas remonter à la source. Oui, voilà, il y a un blocage. Oui, notamment dans le cas de Roswell, si vraiment le gouvernement américain cache quelque chose, eh bien, c'est bien caché, puisque depuis plus de 50 ans, 60 ans même, eh bien, c'est tenu au secret, et il semble difficile tout de même de tenir au secret aussi longtemps quelque chose d'aussi important. C'est quand même curieux qu'on a aujourd'hui. Non, mais c'est curieux, mais j'ai pas plus de questions. Je peux pas vous dire, on peut pas dire, même lorsque l'on étudie le dossier le plus sérieusement possible, Roswell, c'est vrai, Roswell, il y a des indices, mais on n'a pas les preuves définitives, et c'est ça aussi le souci. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'indices, il y a toujours des personnes qui s'intéressent de près à ce dossier, qui collationnent tous les renseignements possibles, et il y a une masse importante d'informations qui nous disent qu'effectivement l'armée a récupéré quelque chose, on nous a donné des fausses informations par la suite, etc. Il y a beaucoup d'indices de ce genre-là, de ce type, mais malheureusement on n'arrive pas, on n'est pas parvenu, personne n'est parvenu encore à aller
jusqu'à l'origine de ces engins, c'est-à-dire d'aller les analyser, les voir même à l'heure et ça actuellement, quoi. C'est le gros problème dans ces dossiers, ça reste invérifiable, c'est ça le problème. Certains disent qu'ils sont à la base 51. Et c'est vrai qu'on ne peut pas y pénétrer dans cette base. Non, on tombe toujours sur le blocage. On est bloqué. Et on sait très bien aussi que la politique américaine a toujours été de nier l'existence du phénomène OVNI, de te faire en sorte, et ça c'est officiel, hein, il y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de, il y a suffisamment d'informations qui le démontrent, hein, notamment donc à travers tous les recueils, surtout ceux publiés autrefois, à travers les courriers qui ont été rendus publics depuis. Donc il y a vraiment une volonté de nier l'existence du phénomène OVNI et de cacher, si on peut dire, au public ce qui se passe réellement ce qui se passait réellement dans le cadre de ce dossier. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a plus de commission officielle, donc ils sont censés plus rien nous cacher. Mais ça a été effectivement une directive qui a été suivie, qui a été poursuivie durant des années. En tout cas, visiblement, ils dévoilent pas grand-chose. Hein. Non, dans tous les documents qui ont été rendus secrets, à la fois, ça ne nous apporte pas des éléments vraiment importants quant à dire qu'effectivement ces objets viennent de telle ou telle provenance. Et que à ce niveau-là, on a dans tous les documents publiés, on n'avance pas. Et d'autre part, on n'obtient toujours aucun renseignement quant à la preuve réelle de la détention par je dirais les armées américaines, les services secrets ou tout ce qu'on peut imaginer, donc la détention d'épaves d'OVNI. Et on a le même problème du côté russe, donc c'est un peu, si on peut dire, c'est toujours une sorte de qui tout double à dire moi j'y crois pas, parce que on remonte pas jusqu'au bout. Justement, du côté russe, que pensez-vous de la déclaration du Premier ministre russe Medvedev qui dit on a eu des contacts avec les extraterrestres et il y en a énormément, ils sont parmi nous et je ne vous dis pas le nom parce que vous seriez effrayé, dit-il à la journaliste. Oui, bon, faut toujours se méfier donc de ce type tout de même de déclaration, parce que au niveau de la France, on sait très bien que il y a pas de contact, il n'y a pas de documents secrets. On a rencontré au fil des décennies suffisamment d'officiers, même à haut niveau, et les gens qui travaillent donc sur le sujet aussi ont pu rencontrer chacun de leur côté, tout le monde de son côté, et tout le monde est embarrassé autant que nous. Donc les déclarations assez fantastiques comme celle faite du côté russe, bon, c'est à prendre un petit peu avec méfiance. Vous savez, vous avez un certain nombre donc vous avez des agences russes qui diffusent de fausses, de fausses informations ou des informations non vérifiées. Il est ministre, il fait quand même une déclaration à la télévision. Il n'est pas censé raconter n'importe quoi non plus. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, après, il faut vérifier sur place ce qu'il en pense réellement. Il faudrait le questionner. Or là, on n'a pas d'éléments non plus. On peut pas nous-mêmes, à partir de notre pays, aller contrôler si c'est réel, ce qui est dit. Donc, je me pose toujours des questions à ce niveau-là, parce que ce type de déclaration, bon, on l'a entendu aussi en provenance donc du Canada ou dans d'autres pays, hein. Et par contre, bon, après, ça ne débouchera rien. Alors, qu'en est-il en réalité? Moi, je n'ai pas la question, non. Je suis, si on peut dire, beaucoup plus sur le concret au niveau de ce qui se passe chez nous, parce que bon, on dit beaucoup de choses sur ce qui se passe en Chine, sur ce qui se passe dans les pays tellement lointains, donc des choses que personne ne peut vérifier, ou que personne ne va vérifier, et puis ça reste toujours donc des rumeurs. Mais ce qui se passe en France, au niveau donc de la recherche par elle-même sur le phénomène, là c'est beaucoup plus concret pour moi. Il y a des hypothèses émises comme cela à travers le monde qui font état disons, d'informations plus ou moins fantastiques. Alors, en France, on n'a pas ce genre d'informations. Oui, mais en France, on n'a pas grand-chose comme information parce qu'on nous a menti pendant des années, ne serait-ce qu'avec Tchernobyl. Le nuage s'était arrêté à la frontière, vous vous souvenez? Ah bah absolument, oui.
oui, c'est certain que disons qu'on peut nous mentir. Ah ben on nous ment. À mon avis, on nous ment régulièrement. Au bout d'un certain nombre d'années, tout de même, disons, le secret s'évente. C'est un petit peu plus l'avantage en France par rapport à la Russie peut-être. Donc Tchernobyl, tout a été rendu public. Donc au niveau du phénomène ovni, que ça se passe d'une façon identique ici, j'y crois pas beaucoup. Je crois pas. Mais et vous n'avez pas l'impression qu'on est dans le double langage ici? On a l'impression qu'il y a des gens, mais alors c'est pareil pour le paranormal, moins pour le paranormal maintenant, parce que les gens qui vont nier, par exemple, que les NDE n'existent pas, bon, on va bientôt en rire, hein. Mais vous avez pas l'impression qu'on est dans le double langage, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les gens qui savent, il n'y a pas de problème, ils savent tout, et puis les gens de l'autre côté qui ignorent les choses, on ne sait pas. Il y a deux mondes qui se confrontent quelque part. Oui, c'est possible, oui, parce que il y a, disons, une approche qui peut être peut-être différente. Si on en reste au niveau donc du phénomène ovni, il y a des gens qui sont plus aptes à croire un petit peu tout ce que l'on peut dire, hein, y compris donc les rencontres régulières avec des extraterrestres, les histoires de reptiliens, les histoires de contacts sur demande, etc. Tout cela n'est pas effectivement vérifiable. Ça n'a jamais donné tous le peu d'études qui ont été entreprises à ce niveau-là, ça n'a pas donné de résultat. Et puis après, il y a l'autre partie des personnes qui s'intéressent au sujet, qui sont beaucoup plus matérielles et qui recherchent effectivement à faire avancer en apportant donc les preuves à faire avancer le dossier OVNI. Et là, les premiers semblent effectivement se conforter, puisque c'est sans fin, des histoires non vérifiables. Après, les seconds, eh bien, on tourne en rond, comme vous disiez. Ah oui, on tourne en rond, oui. Depuis, je dirais, des décennies, eh bien, on a guère avancé sur la connaissance du phénomène OVNI, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faille abandonner, bien loin de là, puisqu'il y a suffisamment de cas qui nous permettent de dire qu'il y a un problème. Et ce problème, il peut avoir une incidence sur notre civilisation, sur la sécurité de notre pays, sur bien des choses. Et donc, il faut pas le négliger. Donc, je suppose que c'est ce qui a aussi amené notre pays à créer donc une structure pour l'étude de la surveillance de ce phénomène, puisqu'ils font pas de recherche avec la création donc du GEPAN, qui lui est beaucoup plus orienté côté scientifique au niveau de la recherche sur ce phénomène. Et je dirais recherche qui malheureusement ne nous amène pas grand-chose à l'heure actuelle, c'est vrai. Ce qui est très drôle, c'est que finalement certaines personnes affirment plein de choses, d'être enlevées, d'avoir vu ça, de savoir ci ou ça, et finalement les gouvernements ne le contestent pas, on ne les entend jamais. On ne les entend jamais dire non, ça n'existe pas. Ils restent sourds, ils restent vraiment indifférents à tout ça. C'est quand même curieux aussi, ça. Oui, mais ils s'en foutent complètement. Lorsqu'on rencontre des politiques, j'ai eu l'occasion de rencontrer des anciens ministres, des ministres autrefois. J'ai des connaissances, donc des gens qui sont au Sénat, où j'ai rencontré donc des députés. Mais pour le phénomène OVNI, ils s'en fichent. Pas un problème du tout. Vous avez personne qui s'y intéresse au niveau politique à ce dossier. Ils s'en fichent ou ils font semblant? Ah non, ils ont d'autres préoccupations. Ils ont beaucoup d'autres préoccupations, et celle-là, c'est vraiment la dernière. Ça concerne que très peu de personnes. Oui, mais un député. C'est pas un phénomène, c'est pas un problème qui est de premier ordre, si on peut dire. Je dirais, c'est un petit peu comme tout le domaine paranormal. Oui, d'accord. Eh bien, ils ont leur carrière, ils ont de l'avenir, etc. à s'occuper. Un député, d'accord, mais les responsables politiques, je veux dire de haut niveau, eux, non, c'est d'eux que je parle, c'est pas du député du coin ou du, vous voyez ce que je veux dire, ou du sénateur. C'est les responsables, les dirigeants
de tous les pays ne semblent pas communiquer là-dessus. Parce que tout ce qui se dit maintenant, on a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a d'autres radios, il y a d'autres médias qui parlent. C'est très curieux. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est la preuve aussi que justement, il s'intéresse pas du tout à ce dossier puisqu'il n'est pas, un élément principal. Mais on a tout de même dans de nombreux pays, ce sont en général les ufologues qui, à force d'écrire, à force d'embêter, si on peut dire, certaines des administrations concernées, donc dans de nombreux pays, ils ont réussi à faire diffuser, à faire rendre public des informations relatives au phénomène OVNI, c'est-à-dire que au niveau, que ce soit de la Grande-Bretagne, récemment on a parlé de l'Équateur, mais c'est en réalité une information très ancienne, le Chili, l'Argentine, etc. On a des militaires ou des organismes civils ont rendu public toute l'information qui était censée détenir sur le dossier, sur le phénomène OVNI. Donc, c'est grâce à l'intervention en général donc des ufologues, mais ça va pas plus loin parce que ce n'est pas quelque chose qui met en péril, si on peut dire, la politique elle-même du gouvernement en place. Et à partir de ce moment-là, c'est pas intéressant pour eux et je crois que c'est même pratiquement à l'échelle, je dirais, à l'échelle mondiale, le phénomène est relativement marginal et par quelques États qui ont rendu public leurs archives, ça va pas plus loin. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Gérard Lebas. Nous parlons OVNI. Vous parlez d'échelle mondiale. On voit beaucoup sur Internet en ce moment des informations qui circulent sur le nouvel ordre mondial qui serait lié justement à ce phénomène. On en parle beaucoup. Oui, absolument. Mais je pense que au niveau du nouvel ordre mondial, mais là je suis pas spécialiste non plus dans le domaine, mais ce sont les gens qui sont rassemblés, c'est plutôt les économistes, c'est plutôt les gens qui ont qui peuvent à plusieurs avoir une incidence sur l'économie mondiale. On fait référence quand même aux extraterrestres dans le nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup de témoignages, il y a des vidéos qui sont faites et c'est quand même assez curieux. Oui, mais là c'est pareil, j'ai jamais étudié spécialement ce dossier ni remonté les sources. C'est pas justement un dossier qui est généralement abordé lorsqu'on s'intéresse vraiment au phénomène OVNI tel qu'il se passe sur le terrain. C'est un petit peu plus mon domaine de rapporter ou d'essayer de comprendre tout ce que l'on peut observer. C'est pour ça qu'on a même d'ailleurs recréé une structure qui est donc dans le cadre du MUFON en France. On a recréé une structure qui va non seulement faire des réunions d'information, mais au cours dans laquelle on a créé donc des cours d'enquêteurs. On remet en place un réseau d'enquêteurs, donc on est vraiment là sur la recherche pure au
au niveau donc du phénomène, quoi. Après, au niveau de ce qui s'y dit dans les instances internationales, eh bien, moi je me souviens, il y a quelques décennies, on a parlé du dossier OVNI à l'ONU. Effectivement, un certain nombre de chercheurs ont été de pays qui a envoyé effectivement donc un certain nombre de chercheurs. Je sais que Claude Poher à cette époque-là avait été interrogé sur le sujet. Des gens comme Vallée, Heineck, tout le monde, tous ces gens ont été interrogés et sont venus s'exprimer d'ailleurs à la tribune de l'ONU. Donc ce sont en quelque sorte c'est presque les seules interventions à l'échelon mondial et officiel, qu'on retrouve tous d'ailleurs les comptes rendus de tout ce qui a pu être dit à cette époque. C'est presque les seules interventions de divers pays qui ont eu une résonance et surtout une audience visible de tout le monde. Et les conclusions aussi à ce niveau-là sont très très limitées. On constate la présence du phénomène, mais on a mis en place également des textes pour en cas où il y aurait une intervention d'une civilisation venant d'un autre monde. Alors, il y a des textes qui sont prévus à ce niveau-là, mais ça ne va pas plus. Je dirais que ça va pas plus loin. Ça va pas jusqu'à aller créer des groupes d'études qui vont effectivement vérifier pourquoi les gens se disent en contact avec des êtres extraterrestres, pourquoi les gens, un certain nombre de personnes se disent voyagent ou prétendent avoir voyagé sur d'autres planètes. On n'en est pas là malheureusement. On est juste, il y a juste en France. Il y a peut-être une histoire de dimension aussi, Gérard Lebas. Il y a peut-être une histoire de dimension. Non, après voilà, effectivement, il y a la possibilité comme explication que ces objets viennent effectivement d'une autre dimension. Il y a l'hypothèse extraterrestre n'est qu'une hypothèse puisqu'elle n'est pas prouvée. Donc on ne peut même pas dire qu'elle est même à privilégier. Elle est à privilégier parce que selon nos connaissances actuelles, selon la perception que l'on a du monde qui nous environne, de notre environnement, eh bien, c'est une hypothèse plausible. Enfin, c'est pas évident. Effectivement, si nous avions avancé beaucoup plus dans les connaissances, disons des mondes parallèles et des possibilités de passage de dimension en dimension, on aurait certainement une autre approche quant à l'origine du phénomène OVNI. Oui, c'est une possibilité que l'on ne peut à l'heure actuelle pas écarter, mais que l'on ne peut pas prouver non plus. Alors Gérard Lebas, vous résidez au Maroc. Quelle est l'opinion des Marocains concernant le phénomène ovnien? Est-ce qu'il y a eu des phénomènes, des apparitions d'ovnis et des témoins au Maroc? Je dirais qu'au niveau de la situation ufologique au Maroc, c'est un petit peu le Moyen-Âge. Ah oui. Il y a très peu de personnes dans le pays qui s'intéressent au phénomène OVNI parce que au Maroc, il y a très peu d'informations sur le dossier par lui-même. Dans les médias marocains, on parle rarement, voire jamais du phénomène OVNI. Je m'en doute. Moi-même, j'ai tenté de faire des interviews avec, j'ai eu une expérience d'interview avec un magazine, ça n'a pas abouti. J'ai eu une expérience d'interview avec un site internet d'information où j'avais le rendez-vous, et après ça n'a pas été plus loin. C'est peut-être que effectivement j'ai pu intéresser des personnes qui après ont dû rendre compte à la rédaction, et là on a pu leur dire eh bien, phénomène OVNI, on n'y touche pas. C'est une possibilité, on n'a pas la preuve, mais on sait que dans le pays, on tient une certaine distance avec le dossier. Très peu de médias en parlent. Je dirais que dans tous les journaux qui sont publiés au Maroc, si on voit une information sur le phénomène OVNI chaque année, c'est tout. C'est vraiment
on est vraiment très loin de la France. Mais bon, les Marocains parlent tout de même le français, beaucoup regardent la télévision française et sont informés de ce qui se passe via les émissions qui sont diffusées. Donc un certain nombre de personnes connaissent effectivement le dossier OVNI. Bon, c'est un nombre très limité. Et j'ai tenté, moi, de réaliser et de faire donc des réunions régulières sur le dossier OVNI, donc dans la ville de Marrakech où je suis, de réunir quelques personnes, tout à fait gentiment, sans faire effectivement, sans faire un gros tapage, mais le site est bien lu. Là-bas, il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent sur le site chaque jour, donc on arrive à toucher quand même un certain nombre de personnes. Mais le problème, c'est que donc si vous touchez donc des personnes qui ont la chance d'aller de temps à autre dans des cyber, regarder un peu ce qui se passe sur Internet, ou qui dans une classe un petit peu plus aisée ont un ordinateur et Internet chez eux, bon, ces personnes-là ne sont en général pas tout de même des gens qui ont des gros moyens. Et donc venir régulièrement à des réunions où ne serait-ce où il y a un repas à payer, déjà là, il y a ce genre de cette catégorie de personnes, ça ne vient pas. D'autre part, au Maroc, la notion du rendez-vous est quelque chose de plus aléatoire que chez nous, si bien que sur, je dirais, une dizaine de rendez-vous, il y aura une ou deux personnes qui vont venir. Déjà, c'est une difficulté. Donc il faudra perdre un temps important pour pouvoir convoquer la personne et voir effectivement l'informer, donner des informations sur le dossier et les rencontrer. Donc les réunions qui, elles, ont des dates fixes et des heures fixes, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour déjà ces deux raisons. Et puis même si on touche des personnes qui sont aisées, j'ai eu l'occasion d'avoir de toucher donc des gens qui avaient des moyens importants, qui étaient donc très aisés. Cette catégorie de personnes, à ma foi, n'a pas le temps à d'autres tâches et n'a pas le temps. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi en France, d'ailleurs dans notre pays, les ingénieurs, les gens à haut niveau qui ont des occupations prenantes, eh bien n'ont pas le temps de participer à ces réunions et ne viennent pas. C'est bien que je ne suis pas parvenu à faire ces réunions et j'ai mis en place un autre principe là-bas, c'est de faire les réunions à mon domicile, si on peut dire sur rendez-vous, et c'est pour ça que je reçois assez souvent donc des personnes qui viennent d'ailleurs un peu, je dirais presque des quatre coins du globe, puisque il y a des gens à l'occasion de leur passage sur Marrakech qui viennent d'Argentine, qui viennent du RSS ou d'autres pays, à ma foi, envoie un mail et passe nous rendre visite, et ça permet donc de faire un petit peu d'information à ce niveau-là, mais c'est très limité, puisque au niveau donc de la diffusion des médias, sur les médias, les grands médias, on n'y arrive pas. Bon, j'ai pu mettre un certain nombre d'informations sur des forums, ce qui m'a permis de faire l'histoire donc des ovnis au Maroc, puisqu'il n'existe rien. Si vous souhaitez avoir une documentation sur ce qui s'est passé au Maroc, sur les observations et tout ça, vous ne trouvez rien. Et donc j'ai mis en place une structure pour rechercher toutes les observations et tous les documents. Et j'ai eu la contribution de nombreux chercheurs à l'échelon mondial, mais en plus avec l'accès sur un certain nombre donc, de forums, j'ai pu retrouver des observations un peu partout donc au Maroc. Et bon, il y a cet ouvrage, si on peut dire maintenant, fait quelques 200 pages et donc plusieurs centaines d'observations, et je pense qu'on a réussi à regrouper une bonne partie de ce qui se passe au niveau ufologie, au niveau donc du Maroc, et c'est maintenant disponible en plus sur Internet, sur le site donc des rencontres ufologiques, où il y a une page sur le dossier OVNI au Maroc et à Marrakech, et là on a accès donc à déjà une documentation importante,
qui donne une documentation donc sur ce qui se passe spécifiquement au Maroc. Mais sinon, on a pu retrouver des cas importants, intéressants, toujours malheureusement donc des vieux cas, parce que c'est un peu par le bouche à oreille, des gens qui par la suite nous contactent et nous donnent nous font part de leur observation, mais il y a, comme chez nous en France, de nombreuses observations d'ovnis, aussi bien à terre, qui plongent même dans un lac, j'ai relevé des cas de ce genre-là, donc c'est similaire à ce qui se passe chez nous, lorsque l'on creuse un petit peu le problème au Maroc. Et les gens sont peut-être plus frileux à s'exprimer au Maroc, d'ailleurs pas que pour les ovnis, qu'ici en Europe ou en France. Oui, absolument, non. Vous êtes déjà dans un pays où personne ne collationne ce genre d'informations. Donc la gendarmerie n'est pas formée, n'a pas pour objectif de recevoir des témoignages comme en France de ce qui se passe dans l'espace, dans le ciel. Donc il n'y a pas d'organisme non plus qui s'en occupe. Et d'autre part, il y a quand même tout un historique, un contexte juridique qui est propre donc à ce pays et qui fait que les gens ne parlent pas. Tout à fait, oui. Disons, toutes les observations, en général, ne quittent pas le domaine familial. Oui, tout à fait. Pas beaucoup plus loin, c'est pas facile. Moi, j'ai pu le voir effectivement au fil de ces dernières années, et dans les cas où j'ai pu rencontrer donc des gens habitant le pays, eh bien, c'est toujours avec il faut les aborder avec un maximum de tact, parce que ils ont toujours peur de représailles, etc. Ah oui, absolument, je les connais bien. Il y a tout de même une certaine surveillance de ce qui se passe à côté, et si un fait assez qui peut être bizarre, eh bien c'est rapporté aux autorités qui ont engagé une enquête, et là-bas c'est pas du tout comme chez nous, si on peut dire, on peut avoir des soucis. Donc tout le monde reste prudent, et dans tous les cas que j'ai vus de personnes sur place, eh bien il n'est pas question de toute façon déjà de diffuser leur nom ou leurs coordonnées, parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes. Ça c'est tout à fait classique. Donc évidemment, ça ne favorise pas non plus la diffusion donc de l'information. Mais bon, on arrive, lorsqu'on en parle, on arrive à trouver des cas. J'ai pu le voir. Bon, j'ai passé des infos sur un certain nombre de forums, et j'ai vu des retombées, notamment le cas de Martil. Martil, oui, je connais bien. Oui, Martil, c'est sur le Nord Maroc. Bah oui, j'avais un appartement là-bas, oui, je connais. Ah oui, c'est près de Tétouan. Tétouan, oui. C'est une station balnéaire, c'est joli, il fait beau toute l'année. Tout à fait. Et justement, en juillet 2007, j'avais une personne qui m'a contacté, qui est très haut placé, il est un des correspondants marocains vis-à-vis donc de l'UNESCO, qui s'occupe des monuments, de la sauvegarde des monuments historiques, des villes, des médinas, etc. Donc c'est quelqu'un qui est bien placé. Bon, on ne donne pas son nom, mais bon, c'est évident qu'on peut localiser malgré tout. Et cette personne était montée en vacances sur Martil, et il se baignait, il était 11h le matin, la plage était quasi déserte, et tout d'un coup il voit apparaître dans le lointain, on peut estimer à 400-500 mètres maximum, vu la portée de la vue, vu la couleur de l'objet qui était sombre, vu les dimensions, donc un objet qui arrive à grande vitesse vers la plage, contourne la plage puisqu'il venait du large, il contourne la plage et il passe à une dizaine de mètres de son fils avant de repartir à la même vitesse dans la direction du large. Alors c'est un objet qui était à peu près à une cinquantaine de centimètres donc de l'eau, qui se déplaçait rapidement, sans bruit, sans
faire de bouillonnement, rien de spécial, qui semblait être composé d'un certain nombre donc d'objets en forme, je crois, triangulaire et qui étaient plus ou moins rattachés entre eux, mais on n'a pas trop les détails. Et cet objet passait pas très loin donc du fils. Donc il a pu déterminer la couleur et le voir passer donc très rapidement la grandeur, une longueur d'un mètre, donc en quelque sorte une surface de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur sur 1 mètre de surface, et qui est reparti donc à très grande vitesse. Ce genre d'observation, on a tous les éléments, on a pu tenter même de refaire des calculs quant à sa vitesse, et on arriverait dans des fourchettes qui sont, je sais pas, de 1500 à 5000 km/h. Et donc, on a tout de même des informations qui permettent d'étudier le cas. Et malgré tout, ce cas qui a fait l'objet d'ailleurs d'une diffusion, je dirais, mondiale, eh bien, n'a pas trouvé de solution. Et c'était en quelle année? C'était en quelle année? C'était en 2007. C'est pas vieux. 2007. Ouais. Donc c'est déjà, c'est pas très très vieux. Non, c'est pas vieux. Quelques années déjà. Ouais. Et c'est un cas vraiment qui reste mystérieux, un objet à très basse altitude. On a éliminé toutes les possibilités de drones, objets de ce genre. Et on est devant un phénomène que l'on ne comprend pas. Et ce genre de cas, j'ai pu retrouver, là c'est très récent, en 2012, j'ai une personne qui tient un riad donc dans le centre de Marrakech, et qui a vu passer 2 énormes disques. Bon, il était dans son patio, 2 énormes disques sont passés au-dessus qui couvraient pratiquement la surface donc, du patio. Quand même. C'est un truc important et à une altitude pas très 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 élevée. Et il est monté sur la terrasse, et donc ça a demandé moins d'1 minute, et il a pu voir les disques avancer, évoluer et disparaître dans le lointain. Et bon, il y a plusieurs personnes qui ont fait ce témoignage, qui ont vu ces objets. Également, le lendemain, on a retrouvé des personnes dans la rue, au moins une personne, je n'ai pas eu beaucoup de recherches de fait, mais une personne a vu aussi passer ces objets, et personne n'a pu les identifier. Et lorsque l'on examine ce cas, c'est quand même un objet important qui est passé au-dessus de la ville, eh bien, on ne trouve pas d'explication. C'est ce genre de cas qui se passe au Maroc, et si on s'occupe du dossier, eh bien, ma foi, on retrouve des observations de ce type qui sont identiques à ce qui se passait chez nous en France. D'accord. Et j'ai même, des cas d'un objet. Il y a une année, à peu près, un peu plus d'une année, j'ai retrouvé par connaissance, de fil en aiguille, une personne qui avait un de ses amis ou quelqu'un de sa famille, je ne me souviens plus exactement, qui avait été témoin, disons, d'un atterrissage d'un objet à quelques dizaines de mètres de sa maison. Et sa maison était située dans un petit village, on sait, les maisons en terre. C'est vraiment donc dans la campagne pure et dure. Donc j'ai pu prendre contact avec par l'intermédiaire donc de cette personne. Je crois d'ailleurs que c'était son père. C'était son père d'ailleurs, le témoin. J'ai pu obtenir le fait qu'il me reçoit. Donc on est allé en traversant. C'était à une 40aine de kilomètres de Marrakech. En traversant la campagne, on a pris une piste de plusieurs kilomètres. Le nombre exact, je l'ai pas relevé, mais il y a 4-5 kilomètres, 5-6 kilomètres, pour aller donc au village, complètement perdu, où autour, d'ailleurs, c'est un petit peu toute la famille, puisque bien souvent on a grandi d'année en année. Et donc, j'ai pu rencontrer ce vieux monsieur qui avait à peu près 70 ans maintenant, et qui avait observé fin des années 60
un objet près de sa maison. Donc il m'a montré l'endroit. Donc ça n'a pas bougé. Hein. C'était la nuit, la nuit vers 2h du matin. Et la nuit était relativement claire. Et il y a les chiens qui aboient. Il y a les chiens, ses propres chiens, les chiens des voisins et tout ça. Donc il se lève et regarde par la fenêtre. Et à 50 ou 80 mètres de là, il voit un objet, une masse sombre, qui est ovoïde, un petit peu la forme de celui donc de Valençol, mais sans cône sur le dessus, donc une simple masse ovoïde, et un être qui semble petit, peut-être 1 mètre, 1 mètre 20, la grandeur d'un enfant, c'est presque ce qu'il disait, qui marche en direction de l'objet. Bon, il était à 7-8 mètres de l'objet, il n'était pas très loin, il se dirige vers l'objet, contourne l'objet, et quelques secondes plus tard, 8 voire maximum 1 minute, et l'objet a décollé et est parti à une vitesse vertigineuse. Donc c'est comme quoi on retrouve... Ça ressemble un peu au témoignage que je vous disais tout à l'heure, du côté de Montpellier-Narbonne. Hein. Ça ressemble un peu. Oui, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la chronologie ou de tous les témoignages que l'on a eu en France, et ça aux quatre coins du monde. Hein. Et par contre, et ma foi, ce genre de témoignage, bon, il y avait le père, donc une personne, la femme, et donc ce genre de témoignage, même avec plusieurs personnes, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas donner de solution. On ne peut pas imaginer que ce monsieur qui n'a jamais parlé de ce cas à personne, sinon uniquement dans sa famille, qui nous reçoit, mais bon, avec presque peur. Bien sûr. Il faut pas en parler comme ça, il ne faut pas donner son nom, il faut rester très discret. Bon, ce monsieur, vu les conditions dans lesquelles, en plus, je l'ai appris, c'est-à-dire par une personne qui était dans sa famille et qui n'en connaissait que juste le fait, sans vraiment avoir les détails. Il avait entendu parler son père dire un jour, oui, j'ai vu un truc par la fenêtre, on ne sait pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, enfin bon, c'est bizarre, etc. On n'avait même pas la télévision, il n'y avait rien à cette époque, donc ce monsieur ne connaissait absolument pas l'existence du phénomène ovni. Ah non, ces gens-là vont pas inventer. On ne peut pas imaginer que ce monsieur nous ait menti et inventé cette histoire. Bien entendu. Non plus. Donc, on est face à ce genre de problème. Et j'ai eu d'autres cas. Et récemment, un cas aussi intéressant, un ouvrier qui rentrait chez lui. C'est à peu près toujours sur la région de Marrakech. Je ne vais pas courir sur des cas qui sont dans le nord du Maroc, ça fait très très loin. Et là, c'était à 70 km. Puis en plus, ce sont des gens souvent de la région qui me contactent, où c'est par le bouche à oreille. Et donc, c'est un ouvrier, c'était un ami de cette personne d'ailleurs qui avait connaissance du truc, de l'observation. Donc il rentre chez lui, c'est à 60 km de Marrakech, il longe le lac Takerkoust, et tout d'un coup il voit arriver une masse, un objet rond qui arrive du fond de la vallée au bout du lac, et qui arrive donc dans sa direction, puisqu'il longeait le lac, et lui était à 4 ou 5 km de cet objet-là, puisque le lac il fait, je crois, dans les 7-8 km, et il était à la moitié, voire aux 3/4 du lac, donc il était à 3-4 km maximum, et l'objet, plus la distance qui le sépare de la vallée, l'objet arrive du fond de la vallée, vient en direction du lac, et plonge dans l'eau. On aurait pu dire, évidemment, bien qu'il y ait une position horizontale sur quelques kilomètres inexplicable, mais bon, à la limite, on admet qu'il
qu'il s'est trompé, et on dit bon, il a vu un météorite, un bolide quelconque tomber dans le lac, c'est tout. Mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, la personne, c'est un simple ouvrier, donc c'est pareil. Dans les conditions où tout ça s'est passé, dont on a eu connaissance et vu son niveau de culture, si on peut dire, on peut pas imaginer qu'il ait raconté quelque chose. Ouais, bien sûr. Donc il voit l'objet plongé, et le pire, c'est que bon, il s'attend pas. Mais à 2 kilomètres plus loin, c'est pratiquement donc en ligne droite, l'objet sort de l'eau. Il sort de l'eau à la verticale, et puis il démarre, mais là, vraiment à une grande vitesse, mais en quelque sorte à l'horizontale, il repart vers l'Atlas, donc la montagne, à l'opposé d'où il était d'ailleurs. Donc l'objet, il n'y a pas disons de condensation, il n'a pas entendu de bruit. C'est un cas, un objet qui arrive, qui plonge, qui ressort et qui repart. Or, ça peut pas être un météorite, on n'a pas non plus encore d'explication à ce genre de cas. Et ça se déroule, disons, au Maroc, mais de ce genre de cas, bon, on en trouve dans le monde, plus ou moins détaillés. En France, il y en a peut-être, j'ai pas fait de recherche spécifique. Ce qui peut se passer aux abords des lacs ou de la mer. Mais là, ce cas, on est devant quelque chose que l'on ne peut identifier. Là, c'est intéressant parce que, à l'heure actuelle, on a affaire qu'à des points lumineux en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, tout à fait. Mais si vous le voulez bien, on marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Gérard Lebas. Nous parlons OVNI. Pour conclure cette émission, est-ce que vous avez des projets ? Oui, des projets, comme je vous évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est de recréer quelque chose qui soit quelque chose de complet, qui ne soit pas uniquement de la rencontre autour d'une bonne table, mais une structure complète. Et cela, ça s'est fait un petit peu, si on peut dire, naturellement, puisque il y a une personne qui a monté en France une représentation donc du MUFON, USA. MUFON, c'est la plus grosse, la plus importante association mondiale du phénomène OVNI. C'est quelque chose d'important, de sérieux, qui a des moyens, un certain moyen financier, etc. Donc c'est quelque chose d'important. Donc cette personne avait fait une représentation en France, et ensuite cette structure a évolué, puisque cette structure de base, qui était un peu une idée, s'est concrétisée par le fait surtout que Jacques Battenet en a pris la direction, a décidé de se lancer dans cette aventure, de façon à faire une structure en France orientée surtout vers la recherche et développement, l'enquête et éventuellement donc la communication. Et donc Jacques Battenet, qui est donc un ancien directeur, ancien responsable du GEPAN, a pris en main cette affaire, et on a créé une structure maintenant qui est beaucoup plus importante, puisqu'elle a déjà donc le site propre au MUFON. Elle a aussi un département études et recherches. Pour le moment, on a développé ce qui est appelé le projet Licorne 2, c'est la mise en place, et c'est en collaboration d'ailleurs
le GEPAN, c'est la mise en place d'une base de données qui serait accessible à tout le monde, une base de données qui serait aux normes actuelles et qui serait, si on peut dire, le top dans le domaine. Donc ça, c'est un projet au niveau recherche-développement, mais il y a d'autres... vous viendrez nous en parler. Il faut que les gens intéressés contactent dans ce cas-là donc le MUFON France. On a refait une section qui regroupe tout ce qui est les enquêtes, c'est dirigé par Jean-Luc Lemaire, qui est formateur de sa profession, et donc il a mis au point un cours d'enquêteur qui est en train de se mettre en ligne progressivement. Donc c'est le premier cours d'enquêteur qui est accessible par Internet en France et qui est donc donné pour tous les gens qui le souhaitent. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les observations qui sont données en général sur le net, qui se prétendent issues d'une enquête, à fois on peut rien faire dessus. Il faut repartir tout à zéro, parce qu'une enquête c'est quelque chose qui doit comporter tous les éléments qui permettent ensuite l'étude du dossier. Le travail de l'enquêteur, c'est surtout cela, c'est de recueillir tous les éléments possibles, si on peut dire, pour permettre une analyse ensuite par des techniciens, par des spécialistes, et c'est ce qui est mis en place donc, au MUFON. Et donc, pour compléter ces cours d'enquêteurs, il y a effectivement un réseau d'enquête qui se met en place actuellement. Donc des gens qui, certains seront formés, d'autres, s'ils sont compétents, pourront également le rejoindre. Et donc, lorsque ces gens seront bien formés, pourront faire des enquêtes, et on commence d'ailleurs à faire ses propres enquêtes. Eh bien, vous viendrez nous en parler à ce micro, parce qu'on a largement dépassé, donc on peut vous retrouver sur Internet. Oui, absolument. Donc, déjà, en tapant sur Google, on ne va pas épeler la totalité. Ouais. Le MUFON France, vous atterrez sur MUFON France, le site du MUFON France, et il y a également le site de diffusion grand public. C'est le MUFON France, c'est un site orienté scientifique. D'accord. C'est un site qui est destiné plus aux chercheurs, et quelque chose donc de sérieux, qui est très sobre et qui est surtout plus embêtant pour le grand public. Et donc pour le grand public. Et donc pour le grand public, on a mis en place un autre site qui s'appelle les rencontres ufologiques. C'est pareil, faites rencontreufologique.com sur Google, il n'y a aucun souci. D'accord. Et là, vous pourrez participer à plusieurs activités qui sont données dans le cadre de ce site, c'est-à-dire créer des lieux de rencontre, aussi bien au niveau, que ce soit des cercles, que ce soit des repas, que ce soit des cafés, que tout ce que l'on voudra, sont des lieux de rencontre de personnes dans une ville où ils peuvent se réunir pour discuter OVNI. Après, on regroupe, on donne la parole à tous les auteurs de personnes qui souhaitent s'exprimer sur le sujet OVNI ou qui ont quelque chose à dire, qui ont fait des enquêtes, etc. Donc il y a des pages spécifiques à tous ces gens qui souhaitent s'exprimer. Gérard Lebas, on se retrouvera une prochaine fois, il n'y a aucun problème. Vous viendrez nous parler des nouveautés, ça nous fera plaisir. Merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci beaucoup, merci à Fréquence Évasion d'avoir bien voulu m'accorder la parole. Merci à toute l'équipe et à bientôt. On se retrouve prochainement, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.